Nous allons voir maintenant la technique de la butée coracoïdienne de Latarjet faite sous arthroscopie pour instabilité antérieure récidivante de l'épaule. Et donc, on va voir à la fois la technique et les résultats. Donc, l'instabilité antérieure de l'épaule résulte de lésions osseuses, de lésions tissulaires ligamentaires et de l'hyperlaxité. Et donc, il faut prendre en compte ces différentes lésions pour traiter le patient. Ce qui a été montré par nous et par Christian Gerber en Suisse, c'est que à long terme, l'opération de Latarjet est supérieure à l'opération de Bancart pour le traitement de l'instabilité antérieure de l'épaule. C'est-à-dire que la butée est vraiment stable dans le temps, l'épaule est stable, elle aussi, elle ne va pas se reluxer, alors qu'avec le Bancart, plus le temps passe, comme vous le voyez sur cette courbe, plus les récidives surviennent. Et puis quand on regarde le risque de récidive donc, sur 364 épaules, donc on voit que c'est 13% avec l'opération de Bancart, 1% avec le Latarjet, que l'appréhension c'est 29% versus 9%, qu'il y a 21% de patients qui sont réopérés versus 1%, et qu'il y en a 13% qui ne sont pas satisfaits du résultat versus 3%. Donc en fait, les causes d'échec, on les connaît, c'est la déformation plastique de la capsule et des ligaments et les pertes de substances osseuses, et en particulier la perte de substance de la glène. Et le problème est que ces lésions osseuses et ces lésions capsulo-ligamentaires sont associées. C'est-à-dire que quand vous avez une fracture de glène, c'est que vous avez une capsule très solide. Donc c'est pas la capsule et les ligaments qui vont lâcher, c'est l'os. Par contre, quand vous avez un patient qui a une mauvaise capsule articulaire, des mauvais ligaments gléno-huméraux, il va tolérer d'avoir une instabilité antérieure récidivante, souvent sous forme de subluxation, et il va encore plus distendre sa capsule et ses ligaments, et il va encore plus éroder son bord antérieur de la glène. Et donc, à ce problème, à ce double problème, Michel Latarjet a apporté une réponse simple. Vous avez d'un côté l'effet osseux, l'effet statique de la butée, et l'effet dynamique de la sangle capsulo-musculaire du tendon conjoint et de la partie inférieure du sous-scapulaire. Et donc vous allez renforcer le point faible antéro-inférieur de l'épaule par un triple verrouillage. Le verrouillage capsulo-ligamentaire, le verrouillage osseux et le verrouillage ligamentaire du tendon conjoint et du sous-scapulaire. Michel Latarjet donc était chirurgien généraliste à Lyon et il a décrit cette opération donc de transfert de la butée coracoïdienne sur le col de la scapula. Vous voyez un cas donc ici donné par Gilles Walsh avec plus de 50 ans de recul après cette opération. Donc le Latarjet sous arthroscopique, c'est une opération difficile avec une courbe d'apprentissage importante et un taux important de complications, environ 30% à 3 mois. C'est la technique avec les vis et sans guidage dans lesquels on a ce taux de complications et de problèmes. Donc le problème est que la technique n'est pas standardisée, elle n'est pas guidée. Et donc notre objectif, nous, a été de standardiser l'opération et de la rendre facile et reproductible. Donc classiquement, on fixe la butée à ciel ouvert avec deux vis, généralement malléolaires ou des vis cannulées. Et donc, Laurent Lafosse a reproduit cette opération sous arthroscopie avec fixation de la butée par deux vis. Le problème des vis, c'est que c'est très difficile d'être parallèle à la surface de la glène. Si vous êtes oblique, eh bien vous entraînez une arthrose gléno-humérale avec des douleurs de l'épaule. En plus de ça, donc les vis ne sont pas un très bon moyen de fixation sur le plan mécanique. Elles peuvent se tordre, elles peuvent s'arracher de la scapula. On sait aussi que la butée se résorbe partiellement à sa partie supérieure et donc on se retrouve avec une vis qui n'a plus d'os autour et qui va donc se balader dans le tendon du sous-scapulaire et peut être cause de douleur. Et donc c'est pour ces cas-là qu'on enlève les vis, et donc ça veut dire faire deux opérations. Quand on fixe la butée avec des vis, il y a aussi un risque en arrière d'attraper le nerf suprascapulaire et en avant le nerf axillaire. Donc c'est une opération dangereuse. C'est pour ça que nous avons évolué vers une fixation complètement différente avec des boutons, deux boutons en titane, un en avant, un en arrière, reliés par une quadruple suture. Et donc en fait, on transforme cette suture qui au départ est flexible en un véritable rivet en la rigidifiant. En plus de ça, ce qu'on a voulu, c'est que la technique soit guidée,
et qu'elle soit reproductible. C'est pour ça qu'il y a un accord entre le forage de la coracoïde et le forage de la glaine. Et donc, on va voir cette opération donc, sur cette petite vidéo où on voit qu'on va préparer la coracoïde, on va la forer, on va la détacher, faire une ostéotomie de la coracoïde, on va forer la glaine, on va ouvrir le tendon du sous-scapulaire, 2 tiers en haut, 1 tiers en bas, avec 2 spreaders, et on va amener la butée au contact du col de la scapula, rajouter le deuxième bouton derrière, et obtenir une compression à l'aide d'un tenseur pour transformer cette suture avec double bouton en un véritable rivet avec une fixation antérieure et postérieure. En pratique, donc, on utilise une voie nord en dedans de la coracoïde, une voie sud dans le creux axillaire, une voie ouest latéralement, une voie est transpectorale et une voie nord-ouest pour être orthogonale à la coracoïde. Il y a 5 étapes dans cette opération. La dernière étape étant le banc-carte, mais avant il faut faire préparer la coracoïde et la couper, il faut préparer la glaine et la percer, il faut traverser le sous-scapulaire et il faut transférer la butée et la fixer. Première étape, la préparation de la coracoïde, elle se fait donc avec une râpe motorisée. Le perçage se fait avec un guide spécifique coracoïdien. On peut ensuite donc amener le bouton au contact de la coracoïde, puis faire l'ostéotomie de la coracoïde. Deuxième étape, préparation de la glaine, toujours avec une râpe motorisée et avec un guide glénoïdien. Et on va percer d'arrière en avant, ce qui fait qu'on va être en sécurité puisqu'on ne va jamais être au contact du plexus brachial, on va rester dans l'articulation gléno-humérale. Troisième étape, le split du sous-scapulaire avec un écarteur qui arrive par en arrière et un écarteur qui arrive par en avant et qui va protéger le nerf axillaire et le plexus brachial. Quatrième étape, le transfert de la coracoïde, le rajout du bouton postérieur. On va faire un nœud qu'on appelle le Nice knot, le nœud de Nice. Et on va d'abord tendre à la main ce double bouton, puis on va rajouter un tenseur de suture pour rigidifier le montage. Et enfin, on va réinsérer le labrum, donc le bourrelet glénoïdien, donc faire l'opération de Bancard. Une petite vidéo pour vous montrer la technique du latargé arthroscopique avec des doubles boutons. Vous voyez ici la lésion de Hill-Sachs de la tête humérale. Le scope est en arrière. On choisit la porte nord-ouest avec une aiguille. On se trouve en avant du long biceps. On repère le sous-scapulaire et on le suit pour dégager toute la coracoïde, en dessous, au-dessus et en avant. On voit ici le tendon conjoint. Donc le scope est un scope à 70 degrés qui donne une parfaite vision. On va mettre en place une aiguille ici pour la voie nord et pour pouvoir détacher le petit pectoral du bord médial de la coracoïde. Une fois qu'on a fait ça, donc, on va rentrer une râpe motorisée par la voie nord-ouest et on va préparer la face inférieure de la coracoïde, comme vous le voyez ici, de façon à être en os spongieux et à être avec une surface plane ou légèrement concave. On va pouvoir rentrer le guide coracoïdien qui a 3 branches, vous le voyez, et qui permet de se placer suffisamment distal. Et on va percer la coracoïde du haut en bas avec une mèche un peu spéciale qui a une partie mâle et une partie femelle. On va pouvoir glisser une suture de PDS à l'intérieur de la partie femelle de cette broche, ce qui va nous permettre, une fois qu'on aura enlevé la broche, d'amener l'implant, le bouton antérieur, qui est un bouton avec un œillet, vous le voyez, dans la coracoïde. On va retirer la suture blanche par en haut, par la voie nord, la suture bleue par la voie sud, et on va pouvoir faire l'ostéotomie en toute sécurité de la coracoïde. Deuxième étape, l'étape de la glaine. On va détacher le labrum du bord antérieur de la glaine. On va s'aider d'un stick pour éloigner le bourrelet et mettre en tension la capsule, ce qui va nous permettre de passer une suture. Et on va tirer sur cette suture pour se créer une poche de décollement en avant. Avec la même râpe motorisée, on va préparer le col de la scapula. On va forer un trou pour mettre une ancre à 5h30 et une ancre à 3h. Ces deux ancres vont nous donner donc la position future de la butée. Pour la première fois, on change la position de l'arthroscope qu'on va mettre en voie nord-ouest et on va rentrer par en arrière sur une petite canule métallique. On va rentrer le guide glénoïdien et on va le placer entre les deux sutures antérieures. Ce guide glénoïdien donc, va nous permettre de forer d'arrière en avant la glaine et d'arriver ici donc en toute sécurité
au bord antérieur de la glène. Une fois que c'est fait, on remplace le guide glénoïdien par le spreader postérieur qu'on va passer à travers le sous-scapulaire. On met la caméra cette fois-ci en voie latérale, ce qui nous permet de faire la bursectomie du tendon sous-scapulaire, de repérer les vaisseaux axillaires antérieurs, ce qu'on appelle les Three Sisters, les trois sœurs. Ces trois sœurs, quand on les suit en médial, à 1 cm, on va trouver les deux nerfs, les Two Brothers, le nerf axillaire et le nerf musculo-cutané. On va pouvoir alors ouvrir le spreader postérieur en arrière et séparer le muscle sous-scapulaire. On va agrandir la séparation en allant vers le tendon, en latéral, et on va rentrer une canule métallique par la voie transpectorale médiale en toute sécurité, sous contrôle de la vue. Cette canule va nous permettre de mettre le deuxième spreader et de protéger le plexus brachial, comme vous le voyez là, et de créer une fenêtre dans le muscle sous-scapulaire. On peut alors donc faire la connexion avec notre suture et notre coracoïde. On va retirer la suture au travers de la glène en arrière de l'épaule, ce qui va amener la butée au contact du col de la scapula. Il ne reste plus alors qu'à ramener le deuxième bouton et mettre en place le deuxième bouton, faire le Nice knot, comme vous le voyez, qui est très simple, qui est un nœud coulissant et bloquant. Ce nœud donc va nous permettre, en tirant sur la ficelle, sur la suture, donc d'amener le bouton à l'intérieur de l'épaule en arrière. Une fois qu'il est au contact de la scapula, on va mettre en place le tenseur. Au début, on va mettre que 50 newtons de tension. On va vérifier la position de la butée, est-ce qu'elle est bien tangente à la surface de la glène. Et si elle est bien, on va mettre 100 newtons de tension. Et ensuite, on va refaire le bancart, on va réinsérer le bourrelet antérieur. On peut donc finaliser la tension de la butée. On peut vérifier la position de la butée qui est là en place avec le tendon conjoint. On peut vérifier le plexus brachial qui a été protégé par le spreader antérieur. On peut vérifier l'effet sangle du tendon conjoint à l'intérieur du sous-scapulaire. Alors quels sont les résultats de cette opération? Vous voyez qu'on a rapporté une série de 162 arthroscopiques Latarjet où on a revu les patients avec un scanner à plus de 2 ans post-opératoire. Il s'agissait essentiellement d'hommes d'âge 27 ans en moyenne, avec un score ISIS à 5 points. 13% avaient déjà été opérés de leur épaule pour un traitement de l'instabilité antérieure avec un échec. On n'a pas observé de complications intraopératoires, pas de complications neurologiques, pas d'infection, pas de problème de matériel. On a eu quelques hématomes post-opératoires qui se sont résolus spontanément. Vous voyez les radiographies post-opératoires où on voit le bouton antérieur avec l'œillet et le bouton postérieur au contact du col de la scapula. Vous voyez ici donc sur les scanners qu'on a fait donc le positionnement de la butée qui était en dessous de l'équateur dans la majorité des cas. Et vous voyez ici donc le positionnement dans le plan horizontal avec une butée qui était tangente dans 95% des cas à la surface de la glène. De manière très intéressante, nous avons pu mettre en évidence que lorsque la butée était légèrement débordante, comme dans ce cas, vous voyez à 2 semaines la butée est légèrement débordante, à 6 mois elle l'est beaucoup moins, à 1 an elle est totalement remodelée, et ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais observé avec des vis. On voit très bien ce remodelage de la butée dans le plan horizontal et dans le plan vertical. La cicatrisation osseuse, la consolidation osseuse a été obtenue dans plus de 90% des cas, vous le voyez, avec un remodelage de la butée dans le temps. Et donc, quand on avait une absence de consolidation, eh bien, c'était dû des fois à des problèmes techniques, mais surtout au fait qu'il s'agissait de patients fumeurs, chez qui donc on avait soit une absence de consolidation, soit un retard de consolidation. Ici, un cas que je vous montre qui est très intéressant aussi, chez un rugbyman qui s'est fait plaquer précocement à quelques mois de l'opération et qui à 6 mois avait une absence de consolidation de sa butée, qu'on a suivi et à 1 an la butée était parfaitement consolidée et parfaitement remodelée et on l'a laissé jouer de toute façon, même après 6 mois avec la butée pseudarthrosée, il n'avait aucune douleur. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a observé à plusieurs reprises, c'est ces consolidations tardives chez des patients soit fumeurs, soit après un accident d'instabilité. La consolidation osseuse, vous voyez ici, dans 95% des cas, 93% des patients ont pu retourner au sport au même niveau et le risque de récidive était très faible, donc de 3% dans cette série. Vous voyez ici un jeune patient à 6 mois
qui nous démontre que son épaule est parfaitement stable en faisant l'arbre droit. Donc c'est quelque chose qui est très courant avec des patients qui sont très confortables et très sûrs de leur épaule. La récidive d'instabilité, elle s'est faite en moyenne à 7 mois et c'était toujours post-traumatique. Dans un cas, c'était une erreur technique de ma part, avec, vous le voyez, une butée trop basse. Et donc, quand il n'y avait pas de consolidation osseuse à la récidive, donc on a complété chez ces patients donc avec une réopération pour faire de nouveau un bancart et un remplissage. Donc, en résumé, les résultats sont plutôt satisfaisants avec une absence de complications, un taux de consolidation osseuse de près de 95%, un taux de retour au sport de 93%, un remodelage et une consolidation de la butée, comme vous le voyez ici, à 15 jours et à distance à 6 mois. Et donc pour nous, il n'y a plus de place pour les vis dans la butée de la targée, surtout sous arthroscopie, puisque ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que la voie médiale, la voie transpectorale, nous l'utilisons pour protéger le plexus brachial et surtout pas pour travailler. Parce que si vous percez même à travers une canule, si vous vissez même à travers une canule par la voie transpectorale, par la voie médiale, vous prenez des risques avec le plexus brachial, alors que là, sous arthroscopie, on n'en prend aucun, puisque la voie médiale transpectorale nous sert de protection avec le spreader. Les nerfs sont tout le temps contrôlés. C'est une opération qui est standardisée, qui est guidée et donc qui est sûre. Et vous l'avez vu, donc on n'a pas de complications. Donc pour nous, les boutons sont une alternative sécurisante par rapport à la fixation par vis. Et vous voyez que les patients donc, en sont convaincus aussi, puisqu'ils se font tatouer les vis sur leur épaule et qui préfèrent bien sûr les boutons. Je vous remercie pour votre attention.